Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on s'attaque à un gros morceau de votre programme d'AGGSP, un sujet qui est littéralement partout dans l'actualité, notre relation avec l'environnement. C'est une histoire complexe, on va le voir, entre l'humanité et la planète. Et la comprendre, ce n'est pas juste pour la culture, c'est vraiment se donner les clés pour décrypter le monde d'aujourd'hui. Et évidemment, pour cartonner au bac. Alors au programme aujourd'hui, voilà notre plan de bataille. D'abord, on pose le problème, exploiter ou protéger. Ensuite, on plonge dans l'histoire avec la forêt française, un super exemple. Puis, on prendra de la hauteur avec les grandes ruptures qui ont tout changé. On fera une pause méthode, hyper importante pour le bac, sur comment analyser un document. On parlera de l'anthropocène, un mot que vous devez maîtriser, et on terminera par une fiche bac express, le condensé de tout ce qu'il faut savoir. Allez, on y va. On commence donc par le cœur du réacteur, si je puis dire. C'est cette tension, ce dilemme quasi permanent qu'on retrouve partout. D'un côté, on a besoin d'exploiter les ressources, c'est ce qui a permis notre développement depuis des siècles, et de l'autre, on réalise qu'il faut protéger cette planète, parce que c'est tout simplement la condition de notre survie. Exploiter ou protéger, c'est vraiment la question centrale. Et cette tension, ça nous amène à la problématique qui va nous servir de fil rouge. Notez-la bien, comment est-ce que les sociétés humaines ont transformé leur rapport à l'environnement au point de passer de la simple gestion d'une ressource à la conscience d'un enjeu planétaire. C'est typiquement le genre de question qui peut tomber au bac. Elle nous oblige à raisonner sur le temps long, à voir l'évolution, et c'est exactement ça qu'on attend dans une bonne copie d'AGS. Allez, premier jalon de notre programme, premier cas d'étude, la forêt française depuis l'époque de Colbert. Alors attention, on pourrait se dire « Ah, la forêt, c'est un sujet de SVT ». Pas du tout. On va voir que c'est un exemple absolument parfait pour comprendre que la gestion d'un milieu naturel, c'est d'abord et avant tout un acte politique, un enjeu de puissance, bien avant que l'écologie ne devienne une préoccupation. Et pour comprendre ça, il suffit de lire cette phrase de Colbert. « La France périra faute de bois ». C'est fort, non ? Il faut bien se mettre dans le contexte du XVIIe siècle. La peur ici, elle n'est pas du tout écologique, elle est purement géopolitique. Le bois à l'époque, ce n'est pas juste pour se chauffer, c'est le pétrole de l'époque, c'est la ressource stratégique. Pourquoi ? Parce que sans bois, pas de navire de guerre. Et sans flotte puissante, impossible pour Louis XIV de rivaliser avec l'Angleterre ou la Hollande. C'est aussi simple que ça. Cette frise nous montre bien comment l'État a progressivement mis la main sur la gestion des forêts. D'abord, en 1669, Colbert avec sa fameuse ordonnance. L'objectif est clair, centralisé pour servir un but militaire. On avance dans le temps, au XIXe siècle, nouvelle étape. L'État devient un aménageur. On reboise massivement, on transforme des régions entières comme les Landes, mais cette fois pour des raisons économiques, pour produire du bois de pin. Et enfin, un grand saut jusqu'en 1964 avec la création de l'ONF. Là, la logique change encore. On entre dans une gestion plus complexe qui doit essayer de tout concilier. La production de bois, oui, mais aussi l'accueil du public, les loisirs et la protection de la biodiversité. Ce schéma peut paraître un peu touffu, mais il montre une idée absolument fondamentale à retenir pour le bac. La forêt, c'est depuis toujours un espace de conflit. On appelle ça des conflits d'usage. Essayez d'imaginer la scène. D'un côté, vous avez l'État, Colbert qui dit « il me faut ce chêne pour la marine du roi ». À côté, vous avez le maître de forge qui dit « moi, il me le faut pour faire tourner mon industrie ». Et puis, il y a les habitants du village qui disent « attendez, nous, on a besoin de ce bois pour nous chauffer et faire paître nos animaux ». Vous voyez, tout le monde veut un morceau de la forêt. Et ça, c'est une idée géopolitique très forte. La gestion d'une ressource n'est jamais une affaire purement technique, c'est toujours un enjeu de pouvoir. Bon, on laisse la forêt française pour notre deuxième jalon. Et là, attention, on change complètement d'échelle. On va s'intéresser aux deux moments clés, aux deux grandes ruptures qui ont fait que l'impact de l'homme sur la planète a littéralement explosé. Et ces deux ruptures, les voici. La première, c'est la révolution néolithique. C'est le moment où l'humanité passe de chasseurs-cueilleurs, donc de prédateurs, à agriculteurs-éleveurs, c'est-à-dire producteurs. C'est un changement radical. On se sédentarise, on défriche, on commence à transformer en profondeur les paysages. Et puis, des milliers d'années plus tard, deuxième déflagration, la révolution industrielle. Là, on change de dimension. On va chercher l'énergie sous terre, le charbon puis le pétrole. Notre puissance est décuplée. C'est le début de la production de masse, des usines, des pollutions à grande échelle et, on le sait aujourd'hui, le point de départ du réchauffement climatique causé par l'homme. Et ces deux révolutions, elles nous amènent tout droit à un concept que vous devez connaître, l'anthropocène. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est l'idée, proposée par les scientifiques, que l'humanité est devenue si puissante qu'elle est maintenant la principale force qui transforme la planète. Une force géologique au même titre que les volcans ou les aires glaciaires. C'est assez vertigineux, non ? D'ailleurs, le débat entre les chercheurs, c'est de savoir quand commence exactement cet anthropocène. Avec l'agriculture ? Avec la machine à vapeur ? C'est une vraie question.
Et si vous voulez une preuve visuelle de cet anthropocène, la voici. C'est ce qu'on appelle la grande accélération. Regardez bien ces graphiques. Tout commence vraiment après la Seconde Guerre mondiale, vers 1950. Et là, c'est l'explosion. La population mondiale, la consommation d'énergie, les émissions de CO2, la production de plastique, le tourisme international. Toutes les courbes, ou presque, décollent de manière exponentielle. Elles partent à la verticale. C'est l'image même qui nous montre qu'on est entré dans une ère totalement nouvelle, sans aucun précédent dans toute l'histoire de notre planète. Ok, on fait une petite pause dans le cours pour un point méthode. C'est super important. Parce que connaître ces leçons, c'est une chose, mais au bac, on vous demande aussi de savoir analyser un document. C'est une compétence clé et on va décortiquer ensemble la méthode pour ne pas se planter. Alors, pour réussir une analyse de document, il y a 4 étapes à suivre. Dans l'ordre, c'est un peu une recette de cuisine. Étape 1, présenter le document. C'est la base de la base, nature, auteur, date, contexte. Qui parle, quand, pourquoi. Étape 2. Analyser. Là, on rentre dans le texte. On dégage les idées principales, la thèse de l'auteur, ses arguments. Étape 3. Expliquer. C'est l'étape de la portée. Qu'est-ce que ce document nous apprend sur son époque? En quoi est-il important? Et enfin, étape 4, celle qui rapporte des points et qui montre que vous avez un esprit critique, la critique, justement. On prend du recul, on s'interroge sur les limites du document, sur ce qu'il ne dit pas, sur le point de vue de l'auteur qui n'est jamais totalement neutre. Bon, rien de tel qu'un exemple pour que ce soit concret, on va appliquer cette méthode à un texte de Jean-Jacques Rousseau. Le contexte est super intéressant, on est en 1756. Un an plus tôt, en 1755, un tremblement de terre monstrueux a détruit la ville de Lisbonne. C'est un choc immense pour toute l'Europe des Lumières. Voltaire écrit un poème en disant en gros c'est la faute à pas de chance, la nature est cruelle. Et Rousseau, lui, n'est pas d'accord, il lui répond avec cette lettre. Et voilà comment on applique notre méthode. Présentation, facile, c'est un extrait d'une lettre écrite par le philosophe Rousseau en 1756 dans le contexte du débat sur le séisme de Lisbonne. Analyse, que dit Rousseau? Il dit que la nature n'est pas la seule coupable. Le vrai problème, c'est un choix humain, celui d'avoir rentassé 20 000 maisons de 6 à 7 étages au même endroit. Portée. Et là, c'est génial. C'est une idée complètement révolutionnaire pour l'époque. Rousseau nous dit que l'homme n'est plus juste une pauvre victime de la nature, mais qu'il est aussi acteur de sa propre fragilité, de sa vulnérabilité. Critique, intérêt. Et en quoi c'est encore pertinent aujourd'hui? Eh bien, cette idée, elle est à la base de tous nos débats modernes sur la gestion des risques. Quand on se demande s'il faut construire en zone inondable, on est en plein dans la pensée de Rousseau. Voilà, on referme la parenthèse méthode et on reprend le fil de notre histoire. On arrive maintenant à une période plus récente, celle où, après des siècles d'exploitation un peu aveugle, une vraie prise de conscience écologique commence à émerger. Mais vous allez voir que cette prise de conscience se heurte à des réalités et à des défis géopolitiques énormes. Et ce moment charnière, ce sont vraiment les années 1970. C'est là que tout bascule. Ça commence un peu avant, en 62, avec un livre qui fait l'effet d'une bombe, Printemps silencieux, de Rachel Carson, qui dénonce les dangers des pesticides. C'est un véritable électrochoc. Et à partir de là, tout s'enchaîne. Le premier jour de la Terre aux États-Unis, la création d'ONG qui vont devenir mondiales comme Greenpeace, un rapport scientifique choc, le rapport Meadows, qui pose la question qui fâche, halte à la croissance. Et pour la première fois, l'ONU organise un grand sommet sur l'environnement, à Stockholm en 72. En bref, en une dizaine d'années, l'écologie passe du statut de préoccupation pour quelques-uns à celui d'enjeu politique et social majeur. Et pourtant, malgré cette prise de conscience, la grande accélération dont on a parlé tout à l'heure, elle ne s'arrête pas, bien au contraire. Les défis restent immenses et ces images parlent d'elles-mêmes. D'un côté, ces métropoles gigantesques, notamment dans les pays émergents, littéralement étouffées par la pollution. De l'autre, la déforestation qui continue de détruire des écosystèmes vitaux comme la forêt amazonienne. Le paradoxe est là. Alors, face à cette situation, que fait-on? La communauté internationale essaie de s'organiser. Il y a 2 grands acteurs. D'un côté, la science, avec des organismes comme le GIEC, dont on entend beaucoup parler. Leur rôle, c'est de faire le diagnostic, de dire voilà où on en est et voilà ce qui risque de se passer. Et de l'autre, il y a la diplomatie, avec les fameuses COP, ces grandes réunions où tous les pays essaient de se mettre d'accord sur des actions communes. Le problème, et c'est un problème géopolitique majeur, c'est que les intérêts de la Chine, des États-Unis, de l'Europe ou du Brésil ne sont pas les mêmes, ce qui rend la recherche d'un accord extrêmement compliquée. Allez, on arrive à la fin et on garde le meilleur pour la fin, la Fishback Express. C'est le moment de bien se concentrer. N'hésitez pas à faire une capture d'écran de ce qui va suivre, c'est vraiment le résumé de tout ce que vous devez absolument avoir en tête pour le jour J. Voilà le tableau magique. 5 notions, 5 dates ou concepts clés.
Pour chacun, vous avez la définition simple et surtout l'exemple à placer dans une copie pour montrer que vous maîtrisez le sujet. L'ordonnance de 1669? Vous parlez du but stratégique de la marine, pas écologique. La grande accélération? Vous mentionnez le boom d'après 1945. L'Anthropocène? Vous évoquez le débat sur ses origines et les responsabilités partagées. Franchement, si vous maîtrisez ce tableau, vous avez déjà fait une énorme partie du travail. Pour résumer tout ça en une phrase, regardez le chemin qu'on a parcouru. On est parti d'un ministre qui s'inquiétait d'avoir assez de chaînes pour construire des bateaux, et on arrive aujourd'hui à des sommets mondiaux où l'on négocie l'avenir du climat de la planète entière. L'environnement n'est plus un sujet à côté, c'est devenu l'une des grands enjeux géopolitiques de notre temps. Et je termine en vous laissant avec cette question, qui n'est pas juste une question pour le bac. Maintenant qu'on a vu toute cette histoire, ce long parcours de notre relation avec la Terre, la question qui se pose à nous, à notre génération, est immense. Face à la situation actuelle, quelle est la suite de l'histoire que nous voulons écrire? Merci pour votre attention et surtout, bonne révision!